18h40, merci beaucoup d'être avec nous dans Punchline, en direct sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va d'abord dire un mot, si vous voulez bien, sur l'organisation des Jeux Olympiques, puisque le président de la République s'est exprimé aujourd'hui. Il a affirmé que, selon lui, cela ne faisait absolument aucun doute que la Russie allait tenter de cibler ces Jeux Olympiques de Paris. Alors ma question est la suivante. Quelle menace représente réellement la Russie, selon vous, pour notre pays ? Mais la Russie nous mène depuis des années, et cela s'intensifie, une guerre que l'on pourrait appeler hybride, notamment sur les réseaux sociaux, en attaquant les systèmes informatiques, sur le plan économique, sur d'autres continents. C'est le cas notamment en Afrique, à travers Wagner. Nous en voyons les effets au Mali, au Burkina Faso. Bon, donc c'est comme cela que la Russie aujourd'hui intervient. C'est pas la première fois. À l'occasion d'élections aussi, c'était vrai aux États-Unis, c'était vrai en Catalogne, en Espagne, c'était vrai en France en 2017. Donc c'est cette guerre de tension permanente que mène la Russie, il faut le savoir. Mais concrètement, comment est-ce que ça pourrait se traduire pendant les Jeux Olympiques? Quelle forme est-ce que ça pourrait prendre? Par des fausses nouvelles, en attaquant les systèmes informatiques, je n'en sais rien, en mettant, je ne suis pas au courant, bien évidemment, en mettant en panne des systèmes qui sont évidemment en matière de sécurité, d'information, de communication, qui sont essentiels à l'organisation de grands événements. Louis de Ragnel. Une question, l'Élysée n'a toujours pas répondu, en tout cas à nos sollicitations. Est-ce qu'il faut inviter Vladimir Poutine pour le 80e anniversaire du débarquement qui aura lieu dans quelques semaines? Il était présent, c'est pour ça sans doute que vous posez la question, il y a 10 ans. Absolument. Au 70e anniversaire. François Hollande l'avait invité. L'URSS, la Russie, mais l'URSS était évidemment un des vainqueurs du second conflit mondial. Et c'est d'ailleurs à cette occasion, le 6 juin 2014, j'étais Premier ministre depuis quelques semaines seulement, que le fameux format Normandie avait été mis en place. C'est-à-dire que François Hollande avait pu organiser une rencontre entre le président ukrainien, le président russe, la chancelière allemande et lui-même pour tenter une discussion. Nous étions quelques mois après l'invasion de la Crimée et d'une partie du Donbass. Dans la situation où nous sommes aujourd'hui, je crois, c'est au président de la République de décider, que le président russe ne peut pas être invité pour des raisons qui me semblent symboliquement importantes. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, s'est entretenu hier soir au téléphone avec son homologue russe, Sergueï Shoigu. Une première depuis octobre 2022, signe du niveau de tension entre Paris et Moscou. Le ministre russe de la Défense a dit espérer, je cite, que les services secrets français n'avaient pas de lien avec l'attentat du 22 mars dernier. Réaction ce matin d'Emmanuel Macron. Le ministre des Armées a fait un compte-rendu factuel, comme les ministres ont l'habitude de le faire quand ils parlent à leurs homologues. Les commentaires, pour partie du côté russe, ont été en effet baroques et menaçants. C'est pas nouveau. C'est-à-dire mais nous ne justifions pas. Qu'est-ce que vous entendez par baroque? C'est ridicule. Je voulais le dire autrement. De dire que la France pourrait être derrière, que les Ukrainiens sont derrière, tout ça n'a aucun sens et ne correspond pas à la réalité. Mais c'est une manipulation de l'information, ce qui fait partie de l'arsenal, si je puis dire, de la guerre tel qu'il est utilisé aujourd'hui par la Russie. Il faut en être conscient. C'est d'un accroissement de la posture agressive de la Russie. Et ça ne se passe pas qu'avec la France. Je vous invite à regarder ce qui a été fait en termes de fils d'information sur des hauts responsables militaires allemands, ce qui a été fait à l'égard de l'Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis, dont certains responsables russes ont dit qu'ils étaient derrière l'attentat quelques jours après. Il y a une succession d'informations dont on sait qu'elles sont fausses, qui correspondent à des postures menaçantes. Voilà. Alors c'est ridicule, dit le président de la République, ça l'est incontestablement, mais quel est l'intérêt de la Russie de laisser sous-entendre que la France pourrait être derrière l'attentat de Moscou? Nous venons d'en parler d'ailleurs, dans une guerre de manipulation de l'information, les Russes s'adressant à la fois à l'opinion internationale, à leur propre opinion aussi, puisqu'ils ont été mis en défaut à travers le terrible attentat qui a eu lieu dans la banlieue de Moscou et qui ressemblait beaucoup à ce qui s'est passé au Bataclan. Mais prenons du large, c'est-à-dire au fond, nous voyons bien, essentiellement depuis 2022, mais encore plus ces dernières semaines, que nous sommes dans un moment grave, historique, de très grande tension sur le plan européen et dans la relation entre
d'une part l'Union européenne, l'Alliance Atlantique, et de l'autre côté la Russie. Nous sommes à la fois dans une guerre réelle, parce qu'en Ukraine c'est une guerre réelle, la guerre des tranchées de 14-18 avec les moyens d'aujourd'hui, les drones, la guerre hybride. Et nous sommes aussi dans une guerre de tensions politiques, de communication, de fake news. Et donc c'est cette tension-là, et ça n'est pas fini. Il faut que, je crois que nos compatriotes prennent bien conscience que nous sommes en train de basculer dans quelque chose d'autre et qu'il nous faut nous préparer dans tous les domaines, c'est-à-dire à la fois dans la mobilisation, dans la prise de conscience, dans le renforcement de nos capacités militaires, dans la production d'armes pour aider les Ukrainiens. Et voilà où nous en sommes. D'ailleurs, de ce point de vue-là, autant je crois normal qu'il puisse y avoir éventuellement des contacts entre services de renseignement par rapport à l'attaque terroriste revendiquée par l'État islamique entre la Russie et la France, Moscou, entre la Russie et la France, ça peut exister. Autant je suis étonné de cette discussion factuelle, semble-t-il, entre les deux ministres, parce que les Russes, enfin, le gouvernement russe, les proches de Vladimir Poutine, ne jouent pas franc jeu. Ils utilisent toute forme de conversation pour mener en effet pour tenir ce type de commentaires que le président de la République a commentés et qui sont en effet totalement absurdes, à la fois dans l'incrimination des Ukrainiens comme des Français. Mais on voit bien que là, on est difficile, sinon impossible, de discuter aujourd'hui avec les Russes. Alors on va revenir sur ce qui s'est passé à Montpellier, cette collégienne harcelée par certaines de ses camarades et rouée de coups jusqu'à être plongée dans le coma artificiel avant-hier. Rouée de coups est traitée de mécréante parce qu'elle ne portait pas le voile et s'habille à l'occidental. Écoutez la mère de Samara qui témoignait à notre micro ce matin. Je ne comprends pas, je suis de la même communauté que cette jeune fille, je suis de confession musulmane, ma fille pareil, et on ne comprend pas cette version de la religion que ces personnes ont. Je suis choquée, parce que si c'est la raison de l'acharnement de ma fille, c'est très très grave, parce que moi j'ai toujours été, ma fille je la laisse exprimer, malgré que je surveille, je suis une maman, mais bon, elle grandit, elle fait ses propres choix et c'est dommage qu'une enfant elle se retrouve à devoir se mettre dans le moule pour d'autres personnes. Manuel Valls, qu'est-ce que cette affaire, selon vous, dit de la progression de l'idéologie frériste et salafiste dans notre pays? Beaucoup. D'abord, tabasser une jeune fille, une collégienne qui vient de sortir du coma et dont on ne connaît pas les séquelles, c'est insupportable. Il n'y a aucune raison, aucune, qui peut justifier cela. Nous sommes face, sans doute, on verra les enquêtes telles qu'elles seront menées, à des faits à la fois de harcèlement, et puis derrière, il y a l'idée que l'on veut imposer un ordre religieux, moral, sexuel, semble-t-il, dans les écoles. Et donc je crois que plus que jamais, Céline Pinault le disait tout à l'heure sur ce même plateau, d'autres le disent, comme Jean-Pierre Aubin, Yanis Roder depuis longtemps, moi-même aussi je l'ai dit, et parfois seul, c'est une lutte mais vitale, civilisationnelle, puisqu'on utilise souvent ce terme, que nous pose l'islam politique en France et en Europe. Ce n'est pas une affaire de quelques semaines, c'est une affaire de plusieurs générations, d'années que nous avons devant nous. Et ça se joue dans la société. L'islamisme, ce n'est pas uniquement des attentats, ce n'est pas uniquement le djihadisme, il y a cela évidemment, mais c'est une bataille continue. Eux, ils ont intégré le temps, et évidemment, et ils l'ont écrit. Le temps long, très long. Le temps très long, ils l'ont toujours écrit. C'est l'école qu'ils visent, parce qu'ils nous visent pour ce que nous sommes. C'est-à-dire la France des valeurs universelles, des droits de l'homme, de l'égalité femmes-hommes, de la laïcité, mais aussi on nous attaque parce que nous sommes une terre chrétienne, juive. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que nous attaquent. Donc c'est contre ce totalitarisme, et donc ça veut dire qu'il ne faut rien laisser passer. Mais au-delà des faits, ça veut dire qu'il faut une bataille culturelle, éducative, qui va être difficile, parce qu'on voit bien que notamment dans la jeunesse musulmane, il n'y a pas une minorité, une majorité de gamins, selon les enquêtes d'opinion, qui décrochent par rapport à la République, aux valeurs. À ceci s'ajoute l'utilisation sur les réseaux sociaux, sur les images, qu'on constate dans toutes les affaires de harcèlement. Alors Céline Pinault vous pose une question. On a eu l'affaire du proviseur qui a dû démissionner pour avoir demandé à une élève d'enlever son voile. On a cette histoire de jeune fille qui se fait attaquer devant son lycée. Est-ce que vous trouvez que le positionnement et le discours du
du gouvernement est à la hauteur des faits. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois, mais si vous voulez, l'État, les gouvernements, depuis plusieurs années, réagissent. Et aujourd'hui même, on voit bien qu'il y a vraiment la volonté de ne pas regarder de côté, hein, d'attaquer de front ce sujet. Mais c'est un sujet qui va au-delà même des politiques et des institutions qui ont évidemment un rôle essentiel à jouer. C'est un sujet de fond qui interpelle tous les citoyens. Nous avons plusieurs lignes de front. Il y a évidemment, nous venons de l'évoquer, la guerre en Europe avec l'Ukraine. Mais il y a l'autre ligne de front, qui est la même qui se joue en Israël et au Proche-Orient, qui est celle qui se joue en Europe, bien évidemment, c'est face à l'islam politique, à l'islamisme, à l'islam politique. Que cherche en plus l'islam politique? Il a comme objectif les communautés musulmanes qui sont en Europe. Pour créer d'abord pour s'approprier un maximum d'âmes, de cerveaux, d'individus, et pour les séparer, le séparatisme, du reste de la société. Donc la bataille, elle se joue aussi au sein de l'islam. Moi, je veux entendre enfin des voix au sein de l'islam, des intellectuels, des imams, les responsables religieux. Parfois, je désespère qu'ils prennent vraiment à bras-le-corps ce sujet-là. On a tué 2 de nos enseignants dans des conditions épouvantables ces dernières années. Il y a plus de 10 ans, on a attaqué une école, parce qu'on dit qu'on n'a jamais attaqué une école dans notre pays ici, on a attaqué une école à Toulouse. Vous trouvez qu'on a progressé ou qu'on recule? Je crois qu'on progresse dans la prise de conscience, notamment chez nos compatriotes, mais il faut intégrer le temps long et remobiliser l'école, les enseignants, mais la société. Chaque citoyen a sa part, et je ne connais pas tous les faits, et on verra bien, mais je trouvais que cette mère, cette maman, est particulièrement courageuse, a découvert de dire ce qui s'est passé exactement. Je vois tout de suite les commentaires qui viennent, y compris sur votre plateau, dire non, attention, c'est trop tôt, il ne faut pas en parler. Non, c'est un sujet majeur. Il faut lutter contre l'islam politique. Enfin, clairement, il faut mobiliser toute la société. C'est facile à dire, hein, mais c'est un combat existentiel. Il faut bien se rendre compte. Quand on a plusieurs millions de musulmans sur notre sol, on voit bien quel est l'objectif des islamistes. Et si on ne veut pas que tout cela bascule dans le mauvais sens, il faut une réaction très puissante de tout le monde, de toute la société. Alors, on parlait de prise de conscience. On va écouter Manuel Bompard, à présent, qui est le coordinateur de la France Insoumise. Il s'exprimait avant-hier sur la laïcité qui, selon lui, est menacée. Oui, mais menacée par qui? Écoutez la réponse de Manuel Bompard. Non mais qu'il faille protéger la laïcité, c'est une évidence, mais je ne participerai pas à la multiplication des discours alarmistes. Je pense qu'une très grande partie de la population française est attachée à la laïcité, à la loi de 1905, et c'est un combat qui a toujours été un combat d'actualité et qui reste encore aujourd'hui un combat d'actualité. Menacé par l'islamisme radical? Mais menacé par toutes les religions. Manifestement, tous les responsables politiques n'ont pas conscience de la réalité. Oui, ça... C'est pas parce qu'il s'appelle Manuel et moi aussi qu'on a des points communs. Mais est-ce que vous diriez que la France Insoumise est pour vous devenue l'allié des islamistes? Mais oui. Entre idiots utiles et complices, avec une stratégie politique, électorale, qui fait que les dirigeants de la France Insoumise tiennent des discours anti-juifs, anti-Israël, antisémites. Ils le font par conviction ou uniquement par stratégie politique? Je n'en sais rien, en tout cas, ils le font. Et sans aucun doute, il y a une stratégie politique derrière. C'est-à-dire, les autres religions tuent. Les autres religions tuent et commettent des attentats. Mais ça n'existe pas sur notre sol. Donc c'est au nom d'une religion dévoyée, bien évidemment, que depuis 15 ans, on attaque la France, on tue des jeunes, on tue des juifs parce qu'ils sont juifs, des policiers parce qu'ils sont policiers, des prêtres parce qu'ils sont prêtres, qu'on s'attaque à des enseignants parce qu'ils enseignent la laïcité. Il y a une très grande majorité de nos compatriotes qui sont inquiets sur les attaques contre la laïcité. C'est pour ça que le combat que j'évoquais tout à l'heure est difficile, parce qu'il y a des complices de l'islam politique, de l'islamisme pour des raisons électorales. C'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je suis totalement engagé de nouveau en politique, parce qu'on ne peut pas laisser passer cela, parce qu'on voit bien les basculements dans notre société. Donc ces propos en plus, ce relativisme, hein, tout ça est dit avec un ton très sympathique, ce relativisme est particulièrement dangereux. Et il faut aider les familles
les femmes notamment qui se battent contre cet ordre moral, religieux et sexuel, comme la maman de cette fille qui a été agressée. Il y a quelque chose qui choque beaucoup de Français, parce qu'on a beaucoup de remontées par rapport à ça, c'est que ces discours-là qu'on n'entendait plus du tout il y a encore quelques années, maintenant en fait les gens disent bon bah ça passe, on peut être antisémite, on peut tenir des discours pareils, il y a des responsables politiques qui les tiennent, et puis en fait globalement il y a assez peu de sanctions, et on a l'impression que c'est une nouvelle opinion qu'on peut défendre, qui peut choquer, qui peut émouvoir, mais voilà, ça heurte beaucoup de Français qu'à nouveau on puisse débattre de ces choses-là. De l'antisémitisme. Mais c'est insupportable. Moi, ça fait plus de 20 ans, ça m'a coûté cher politiquement, que je dénonce. Je veux dire un mot, ce qu'on appelle l'antisémitisme ou l'antisionisme, qui vient notamment de la gauche, évidemment, du monde arabo-musulman. Mais parce qu'il y a une confusion. L'antisémitisme, c'est la meilleure traduction, la seule traduction possible, c'est aujourd'hui être anti-juif et être anti-israélien. Si nous ne sommes pas au clair, si nous ne comprenons pas ce qui se joue au Proche-Orient, c'est-à-dire la guerre que mène Israël au Hamas, ou la guerre que le Hamas mène à Israël, nous concerne, nous, directement. Donc aujourd'hui, pour lutter contre l'antisémitisme et la haine des Juifs, il faut soutenir Israël, malgré toutes les difficultés, malgré les atrocités de la guerre. Mais si nous ne sommes pas solidaires d'Israël, nous nous trompons de combat. Ici, et une grande partie d'ailleurs des responsables politiques, et y compris de notre diplomatie, font preuve de lâcheté. Merci beaucoup Manuel Valls d'être venu ce soir répondre à l'ensemble de questions en direct sur CNews et sur Europe 1. Merci Louis de Ragnel, merci Céline Pina de m'avoir accompagné. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Christine Kelly dans Face à l'info sur CNews et Hélène Zélani dans Europe 1 Soir sur Europe 1. Passez une très très belle soirée. Merci.